Ouh. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue à FI. Je m'appelle Cheryl Sim, je suis la directrice générale et commissaire en chef ici. Et de la part de notre fondatrice Phoebe Greenberg, j'aimerais vraiment vous féliciter d'être ici avec nous ce soir, malgré tout, malgré grève, malgré météo, malgré le fait qu'on ne sait plus quelle heure il est. Merci infiniment pour votre présence. C'est vous et Manuel qui complètent l'expérience, qui complètent l'événement. Donc, du fond du cœur, merci beaucoup. Je réitère aussi de mon côté, merci. Ben, souhaitons le bienvenu à Manuel Mathieu. Avant qu'on commence, j'aimerais reconnaître que FI est situé sur les terres non cédées des peuples autochtones Kanien'kehá:ka, Wendat, Anishinaabe et Abenaki. En tant que colon des parents immigrants chinoises et philippins, j'aimerais exprimer ma gratitude pour ces communautés autochtones qui ont pris soin des terres et des eaux pour qu'on puisse exercer notre métier et présenter l'art par les artistes comme Manuel Mathieu. J'aimerais aussi offrir des gros merci à toute l'équipe de filles qui ont monté cette exposition magnifique, aussi qui ont travaillé ce soir pour cet événement. Merci à vous tous et toutes. Unité dans la noirceur est ouvert le 23 octobre. Et j'aimerais juste donner quelques mots de biographie de toi, Manuel, ok? Parce que c'est important, les accomplissements sont assez époustouflants. Tu es né en Haïti en 86. Tu es une titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de Goldsmiths College que tu as reçue en 2016. Tu as exposé dans de nombreuses institutions et galeries à travers le monde et tes œuvres figurent dans les collections muséales et publiques comme le Perez Art Museum à Miami, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, le Musée des Beaux-Arts du Canada, le Fondation Long-Lati à Shanghai. Tu as aussi des œuvres dans la collection de la famille Rubel et la collection Rennie à Vancouver. En 2023, tu as remporté le prix du meilleur court-métrage au Festival international du film sur l'art pour l'œuvre Pendulum. En 2024, tu as reçu les médailles du couronnement du roi Charles III. Et en 2025, tu as été nommé à l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec. Et de plus, tu es un lauréat du SOBI, le prix SOBI en 2021 c'est le cohorte qui a été nommé pendant la pandémie. Donc, un peu spécial, mais quand même, c'est important à souligner. Beaucoup d'accomplissements en bas de 10 ans. N'est-ce pas? Je voulais parler de comment on s'est rencontrés parce que c'était en 2019 et je faisais de la recherche pour une exposition de groupe qui s'appelait Relations, diaspora, la peinture et je ne sais plus comment, mais en faisant mes recherches, je suis tombée sur tes œuvres. Donc, à cette époque, c'était les tableaux principalement. Et tu as eu, la gentillesse, parce que tu étais entre Montréal et différentes villes en ce moment, comme tu es toujours un peu un citoyen du monde. Mais tu as pris le temps de rassembler quelques tableaux dans un atelier que tu as emprunté pour m'accueillir. Et je voulais juste te remercier pour ce moment-là et je voulais aussi parler de comment tu arrives
à cette genre d'élan où malgré tout, tu essaies de comme, partager ton travail. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Merci. Merci encore d'être là. Je ne prends pas ça à la légère parce que peut-être que moi, je ne serais pas venu à mon talk ce soir. Donc, si vous êtes là, c'est que vous voulez vraiment être là. Merci. Je dis souvent qu'être un artiste, c'est vraiment faire acte de générosité jusqu'à un certain point. La volonté de vouloir partager une partie de nous-mêmes, de partager certaines choses qui nous appartiennent tous. Et je pense que je suis beaucoup mon intuition par rapport à mes relations et j'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour toi. Donc, quand tu voulais voir mon travail, je me suis dit que c'était une opportunité de commencer à développer une relation. Donc, c'est un peu... mais c'est un couteau à double tranchant parce que des fois, si je ne sens pas une connexion, ben, ça ne va juste pas marcher non plus. Mais je sentais qu'il y avait la possibilité de développer un dialogue. Et c'est ce qu'on a fait. J'en suis très reconnaissant. Oui, ça, c'est la question de dialogue. Il y a beaucoup la question de confiance. On parle beaucoup de ça ensemble. On parle beaucoup de comment faire les choses comme ça ensemble. Il s'agit vraiment de la confiance. Mais toi aussi, tu as réussi à développer une certaine confiance en soi pour te laisser créer les œuvres que tu crées. Et je veux dire que c'est difficile. J'ai trouvé ça toujours difficile de d'écrire sur ton travail parce que tu puises dans un monde intérieur qu'on peut difficilement mettre des mots. C'est juste pas assez. C'est juste insuffisant. Tu nous guides à explorer les endroits qui sont difficiles à aborder de notre intérieur, de notre esprit, de notre âme. Mais surtout pour trouver la liberté, pour transcender quelque chose. Et il y a des gens qui me disent, en étant témoin aux œuvres, qu'il y a quelque chose de très mûr de ton travail qui vient de naître, ou une âme qui est beaucoup plus âgée, qui est beaucoup plus mûre. Et au fil des années, quand je commençais à te connaître plus, j'ai appris que tu as vécu une expérience extrêmement transformante. Est-ce que tu peux partager ça un peu avec nous? Oui, avant de rentrer dans ce partage-là, je veux parler de la confiance dont tu parles. Juste pour contextualiser, ce n'est pas dans toute exposition que je sens la possibilité et la liberté de pouvoir mettre de l'avant des points qui m'échappent, au fait. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'exposition que vous voyez qui sont des idées qui sont, je ne peux pas dire des expérimentations, mais qui sont des tentatives de trouver un langage qui correspond à ce que j'ai dans mon esprit, au fait. Donc, ce n'est pas quelque chose que je suis capable moi-même de complètement cerner. Puis je pense que c'est normal de travailler comme ça en tant qu'artiste, de ne pas tout le temps être dans une volonté de cristalliser nos idées avec les mots. Donc, je peux comprendre que, justement, dans ton... c'est l'une des raisons pourquoi j'écris aussi. Parce que j'écris de la poésie et la poésie a été une autre manière pour moi de parler, d'utiliser les mots sans nécessairement essayer de décrire les choses, mais d'essayer de caresser certaines sensations ou un certain imaginaire, au fait. Donc, puis ça m'intéresse vraiment beaucoup, dans le sens que dans mon travail, j'essaie de toujours aller dans des endroits où le terrain est glissant, parce que c'est dans des lieux comme ça que j'arrive à découvrir les choses. Puis c'est important pour moi d'être dans un espace de découverte constamment, parce que sinon je ne pense pas que je pourrais continuer à faire ce que je fais.
Maintenant, par rapport à l'événement qui a changé, pas dire qui a changé ma vie, mais qui m'a donné un autre rapport au temps et à ma volonté de laisser une trace, au fait. En 2015, j'ai eu un accident à Londres. J'ai été frappé par une motocyclette et ça a été un accident quand même assez important, au fait. C'était pas en fait, j'ai été frappé, j'ai eu une commotion cérébrale, j'ai cassé mon visage, ma mâchoire, je ne pouvais pas voir d'un œil pendant un bout ou entendre. Donc ça a été un long rétablissement. Et le médecin ne savait pas si je survivrais, au fait. Donc ça m'a pris des mois de rétablissement. Et la petite histoire, c'est que mon exposition de fin d'année à Goldsmith, c'était à propos de Georges Bataille, l'histoire de l'œil, Story of the Eyes. Un petit book, pour ceux qui ont lu, c'est un livre assez particulier. Il y a l'esprit un peu pervers Bataille, donc c'est assez riche. Pendant ma convalescence, je me suis posé des questions assez simples, mais fondamentales. Je me suis demandé si c'était ma dernière expo, est-ce que ce serait à propos de Georges Bataille? Et évidemment, la réponse est non, était non. Et je pense que c'est important. En fait, j'ai compris la nécessité de travailler avec une forme de nécessité et une forme d'urgence aussi dans mon travail. Et tout de suite après, je me suis demandé, mais ce serait à propos de quoi, au fait? De quoi j'ai envie de parler? Qu'est-ce qui me touche assez ou qui me concerne assez que je pourrais mettre de l'avant? Que je pense que je serais l'une des personnes les mieux placées pour le faire. Donc, ça a soulevé des questions assez personnelles en lien avec J'essaie de vous regarder dans les yeux, mais vous êtes tellement beaucoup. Je suis comme... Si je fixe personne, c'est parce que je n'arrive pas à m'arrêter sur quelqu'un. Mais je vous vois tous. Donc, où est-ce que je suis arrivé? Oui, donc ça a généré des questions de ce type-là et je me suis dit, je commençais à me poser des questions par rapport à mon enfance et à ma vie personnelle. Je me demandais pourquoi est-ce que j'ai grandi entouré d'autant de violence, par exemple. Pourquoi est-ce que... quel impact que ça a eu sur moi, sur mon histoire. Et une chose aussi très importante qui s'est passée, c'est que j'ai une cicatrice dans mon cerveau, mais vous ne pouvez pas le voir. Moi non plus d'ailleurs. Puis ça m'a fait comprendre comment est-ce que des fois on porte des blessures ou des cicatrices qui ne sont pas visibles. Et ça m'a fait réaliser aussi que la terre, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on vit, porte certaines cicatrices. Et mon pays porte certaines cicatrices, porte certaines énergies ou certaines trajectoires cosmiques, si on veut. Donc, pendant ce temps-là, ma grand-mère mourait d'un cancer. Donc, je me suis posé beaucoup de questions aussi par rapport à son legs à elle, par rapport à son histoire. Donc, tout ça, un peu, m'a fait beaucoup me poser des questions par rapport à Haïti, à mon legs, son legs à elle. Et c'est là, à partir de ce moment-là, je suis entré dans la dictature. Et mon projet de fin d'année est passé de bataille à la dictature en Haïti. Un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans à peu près. Donc, des fois, je me dis que des fois, on a une trajectoire, je ne peux pas dire le destin. Puis parfois, on dérive de ce destin-là, puis l'univers nous ramène à l'ordre. Donc, le langage de mon univers apparemment est très violent, parce qu'on aurait pu me donner un autre signe, mais ça a été un choc assez important. Donc, les champs d'exploration, les grandes questions qui guident ta pratique, on lit souvent que c'est la violence de l'histoire, c'est le traumatisme, c'est l'invisibilité
ou l'invisible, c'est la physicalité ou le corps, mais aussi l'effacement. Mais c'est pas juste de rester là. C'est pas de rester. Le but, ce n'est pas de rester juste ruminer sur ça. Il y a plein d'artistes qui veulent vraiment comme mettre la pression juste sur ça. Toi, tu le fais pour transcender, pour qu'on passe à autre chose, qu'on confronte et qu'on trouve une guérison ou une transformation. Je pense que c'est ça la chose que je trouve intéressant quand nous avons commencé de parler de tes œuvres avec nos médiateurs, médiatrices, c'est qu'ils ont dit, on sent, on voit la blessure, mais on se sent reconforté en même temps. Je suis content que tu soulignes ça parce que je pense qu'une partie de mon travail en tant qu'artiste, c'est de trouver une manière où est-ce qu'on peut s'asseoir et réfléchir autour de concepts ou bien de réalités qui sont difficiles. Parce que ça me donne rien de savoir que je viens d'Haïti et que c'est un peuple résilient. Ça veut rien dire. Parce qu'il y a une vraie souffrance humaine, un vrai contexte qui n'est pas seulement en lien avec une capacité de résilience. Je vais vous faire un parallèle, c'est que lorsque j'ai travaillé sur la dictature, c'était important pour moi de ne pas parler seulement de la violence en lien avec la dictature. Parce que pour moi, c'est comme de dire, si je veux faire une peinture à propos de l'amour, je vais peindre un cœur ou bien utiliser le rouge, ou bien c'est comme un shortcut, c'est comme un raccourci vers quelque chose qui ne permet pas de vivre toute la complexité autour de cette émotion-là. Parce que l'émotion ne vient jamais seule, comme les couleurs d'ailleurs. Ne sont pas perçues comme les couleurs, pour être plus précis. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la dictature, ça n'a pas été juste de la violence. Ça a été un système, ça a été une autre manière de parler des femmes aussi dans le pouvoir, une autre manière de parler de la résistance, une autre manière de comprendre certains lieux, certaines dates, certaines mécaniques géopolitiques, parce que pour moi, la valeur de faire l'expo de fin d'année qui s'appelait One Future, c'était de faire un clin d'œil à la guerre froide, qui n'était pas très froide dans plein de pays, et cette guerre, c'est incarné à travers la dictature en Haïti et comme plusieurs dictatures dans le Sud. Et de faire une expo qui parle de ça à Londres, qui est le cœur de l'Empire, c'était une manière pour moi de connecter les choses ensemble. Et dans la salle d'exposition, il y avait un gros tableau de l'autopsie de John F. Kennedy à côté de l'exécution de Jacques-Stéphane Alexis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kennedy, mais le gouvernement américain a alimenté cette dictature pour plusieurs raisons, mais Jacques-Stéphane Alexis, on n'a jamais trouvé son corps. Il est allé en Haïti pour se battre contre la dictature et il a disparu. C'est un écrivain haïtien. Et pour moi, de mettre Kennedy, l'autopsie de Kennedy qui a été assassiné à côté de Jacques-Stéphane Alexis, c'était une manière de mettre à la même échelle la barbarie humaine dans l'espace. Et en face de Kennedy, il y avait
un petit tableau qui s'appelait Fort Dimanche, qui était un lieu, une prison pendant la dictature. On disait, lorsque tu vas à Fort Dimanche, tu ne reviens jamais. Donc, et c'était un petit tableau, donc je faisais une sorte de connexion avec le tableau gigantesque, la tête de Kennedy et Fort Dimanche. Donc, pour moi, la dictature, c'est pas, ou bien d'approcher certains sujets, c'est jamais linéaire. Parce que je ne pense pas que notre existence est linéaire, ou la manière qu'on expérimente la réalité. Donc, j'essaie de m'éloigner de certains mots comme résilience ou traumatisme, parce que ce sont des mots qui peuvent enfermer notre compréhension. Ce serait comme Audre Lorde parle dans un de ses livres, parce que j'ai fait une expo qui s'appelle Barrier Masters à Londres qui vient de fermer. Et c'est une expo qui parle beaucoup de rage et d'incompréhension de la situation qu'on vit, des situations qu'on vit maintenant. Et dans son livre, The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House, I think it's titled. Elle parle, par exemple, de la culpabilité blanche. Puis elle dit que c'est un espace qui, trop souvent, c'est utilisé comme un espace d'inertie. C'est-à-dire que I feel guilty, donc comme c'est tellement dur le guilt que je reste là. C'est comme that's the further I'll go. C'est le plus loin que je vais aller. Puis c'est correct. Je suis pas en train de dire que il faut pas le vivre, mais qu'est-ce qu'on fait avec, au fait? Puis c'est une question que je me pose à propos de beaucoup de choses autour de moi aussi. C'était long, hein? J'ai comme... C'était parfait. Non, parce que ça nous donne l'opportunité de parler de nier la catégorisation et le fait qu'une trajectoire ou une pratique d'un artiste, c'est jamais linéaire. Hein? Donc, parlons de comment tu nies ça. Tu étais connu à Montréal, premièrement en tant que peintre, et on voit l'évolution de ton travail. On voit l'évolution qui inclut de céramique, qui inclut vidéo. Ça, c'était une tournure assez intéressante. Le film, tu veux dire? Oui. Ouais. Ben, on pourrait débattre qu'on me connaît à Montréal aussi comme pas un cinéaste, mais quelqu'un qui fait de la réalisation. T'es pas obligé de toucher, non? J'ai juste trouvé que c'était un bel objet. J'ai touché, mais j'ai pas... je voulais comme partager quelques anciennes œuvres, en fait. OK. C'était pas pour que tu le partages. You can't touch this. C'est ça, je me sens... No. Mais c'est comme un bel objet. C'est comme un peu comme... Ouais. C'est comme un laser. Là, tu vois, là, j'ai perdu ma pensée. Qu'est-ce que je disais? Oh, on parlait de film. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? C'est que, on pourrait débattre que Montréal me connaît aussi comme réalisateur. Puis j'allais dire quelque chose, puis j'ai oublié. Oh ben. Faut pas laisser des trucs autour de moi. Je suis comme un peu... le verre, la bouteille, la lumière. Je vais rester comme ça maintenant. Mais, OK. Il y avait... J'ai trouvé. OK, vas-y. Quand j'ai dit que j'allais faire Pendulum, tout le monde m'a regardé et m'a dit... D'ailleurs, Nadia est là, elle est assistante réalisatrice sur Pendulum. On peut applaudir parce qu'elle a été extraordinaire. Tout le monde autour de moi m'a dit, c'est comme, ça va pas là. Comme, tu veux faire un film, tu te lèves et tu dis tu veux être réalisateur. Je dis, mais ouais, je veux réaliser ce film, mais de manière obsessive. Puis j'ai fait le film avec mes moyens, puis ce que je pouvais faire, parce que c'était comme une obsession. Juste pour dire que des fois, il faut suivre ses idées, parce que ce film-là m'a permis d'être présent au FIFA.
et de continuer à travailler. Ça a été montré à la Biennale de Toronto. D'ailleurs, Dominique Fontaine est là, qui a montré le film. Et il va continuer à faire... Il est à St. Louis en ce moment, à St. Louis Museum. Mais au début, tout le monde me regardait comme si j'avais pété un câble. Donc, des fois, il faut péter des câbles. C'est ça que ça veut dire. Mais oui, mais oui. Donc, ça peut être peut-être moins comme intense d'élargir avec la sculpture. Tu as commencé à travailler avec ce tissu qui devient vraiment comme un matériel qui est un fil conducteur dans ton travail. On va parler du feu et on va parler du temps et rituel à un moment donné, mais on voulait juste, ça c'est un still de pendulum. Désolé, c'est très pixelé. It doesn't look like that at all. C'est extrêmement haute qualité. Il y a aussi le mosaïque qui est arrivé dans ton vocabulaire. Et ça, c'est juste un rendering du station REM qui va ouvrir bientôt. Le 14, je pense, ou le 15 novembre. Oh, wow! OK! Ouais, ça va être... J'ai hâte de vivre ce projet-là parce que c'est mon premier projet public. Puis on me dit comment tu te sens par rapport à ça, mais je sais pas au fait parce que j'ai jamais. C'est comme si j'avais jamais pris l'avion puis on me demande comment tu te sens quand tu vas prendre l'avion. Tu sais, je sais même pas. C'est pas un concept que j'ai encore assimilé. Donc je peux même pas dire comment je me sens. Je suis content, heureux, mais j'ai hâte que la ville absorbe ce projet-là parce que oui, je sais pas au fait comment ça va se passer. Je suis très content par contre. On a beaucoup travaillé. L'équipe de Mosaïka a fait un travail incroyable. C'est grâce à eux. Il faut penser que chaque mosaïque a été cassée à la main, placée pour créer ces 5 mosaïques-là. Donc, ils ont fait un travail phénoménal. Et ils sont immenses, hein? Ça Ouais, donne peut-être pas exactement les dimensions, mais ils sont ultra surdimensionnés, immersifs, vraiment dans le vrai sens. C'est pas le sens à la mode, là. À la mode. Ah, ça, c'est bon, ça. À la mode. Bon, parlons de... OK, parce que c'est une bonne façon de parler de l'exposition, parce que la racine n'était pas un tableau ou un céramique, c'était une vidéo. C'était un film. Ouais, c'était un film. Tu m'as montré ça dans ton atelier, sur ton ordi. Tu m'as dit, j'ai le nom de l'expo et c'est le nom de cette œuvre qui est Unité dans la noirceur. Ouais. En fait, c'est une œuvre que... Tu dis une œuvre vidéo, mais moi, c'est comme une œuvre performative pour moi. Parce que c'est une œuvre qui... c'est une œuvre qui a pris naissance quand j'étais chez ma grand-mère à Blainville, quand je suis arrivé ici au Canada. Donc, c'est un concept qui a pris naissance à ce moment-là. Maintenant, c'est une œuvre qui a été performée plusieurs fois et la vidéo, c'est comme une documentation de cette performance-là. Parce qu'il y a vraiment, en fait, c'est toujours moi avec quelqu'un d'autre qui partageons un moment de transmission et de partage. Et pour moi, c'est une œuvre qui est extrêmement poétique et symbolique. Parce que je pense que la transmission, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, qui peut définir notre futur et qui, comme dans la vidéo, peut être facilement en danger et disparaître. Donc, c'est un bon moyen pour moi de parler de... Mais au fait, c'est comme pour Pendulum, parce que c'est comme des concepts simples que j'essaie... En fait, ça peut être des concepts qui peuvent être grands, mais j'essaie de trouver des manières simples de les représenter. Parce que je pense que c'est dans cette simplicité-là qu'on arrive à ressentir les choses. Quand on les complexifie, c'est là qu'on commence à avoir besoin des mots pour dire « Non, mais c'est pas ça, mais c'est ça. » Ou « Mais c'est peut-être ça, mais si tu comprends ça comme ça veut dire ça. »
je pense que les meilleures œuvres, les meilleures expos que j'ai vécues sont les expos qui sont assez généreuses, qu'on arrive à sentir quelque chose. C'est pour ça que j'essaie de faire des œuvres qui existent pleinement dans un monde de sensations avant d'essayer de les définir dans un monde didactique, si on veut. Oui, c'est cette réussite de la simplicité et la poésie parce que le geste est simple, c'est une allumette qui brûle, presque, c'est presque éteint, puis il y a une autre allumette qui arrive et ça reprend la flamme. Ouais. Et ça continue pendant 26 minutes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette édition-là ou dans cette performance-là. Il y a des allumettes qui se sont éteintes. Une allumette éteinte. Et même quand elles se sont éteintes, j'ai quand même placé l'autre allumette dessus. J'ai comme touché. Puis dans le noir, puis la chaleur de ce qui restait dans celle-là a allumé l'autre. Vous allez voir quand vous regardez le film, il y a des bouts où c'est tout noir. Puis l'allumette s'est éteinte, au fait. Puis en tout cas, c'était intéressant parce que arrivé à 15 minutes, j'ai fait ça avec Malcolm, mon ami, que Nadia connaît très bien. On rentre dans une transe. Tu sais, on veut que ça continue, puis on est vraiment dans... Puis il faut que ça fasse noir. Ça a l'air... C'est compliqué de filmer ces affaires-là. Non, parce qu'il faut un silence. C'est comme... Il faut que ça fasse noir. Qu'on est seul, puis on a eu des problèmes avec... Quand puis on jette l'allumette par terre, ça faisait du son. Fait qu'il fallait trouver une manière de déposer l'allumette à chaque fois. Parce que puis tu l'entendais, parce qu'il y avait 0 son. Mais une fois que tu rentres dans la mécanique, ce geste devient... C'est pour ça que je pense que ça a une valeur performative. Puis je vous invite à le faire chez vous, avec vos proches. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose de différent. Puis tant mieux, parce que j'aime pas l'idée de posséder cette expérience-là. Je suis pas dans la possession. Je pense que on possède très peu de choses vraiment dans la vie. Puis ça, je le possède définitivement pas. Donc, prenez une boîte d'allumettes, Rona, c'est la meilleure. Parce que j'avais acheté des allumettes en Guadeloupe, plus longues, me disant que ça va durer plus longtemps. Mais c'était comme un trick. Parce que ça s'allume, puis ça s'éteint. C'est comme designé juste pour allumer le feu, tu vois. Puis ça allume le feu, puis c'est comme dead. Mais les Rona sont plus courts, mais ils durent plus longtemps. Vous pourrez dire que vous savez ça maintenant ce soir en entrant sur vous. Mais vous essayerez, en plus, il n'y a personne, tu sais, c'est pas pour la caméra si vous le faites, c'est comme c'est pas moi, un rapport, on le fait avec quelqu'un. Puis, naturellement, votre focus va être seulement sur les allumettes tout le long. En tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça comme ça, mais c'est une expérience performative, je pense, assez intéressante. C'est un geste aussi, c'est une danse, c'est un dialogue, c'est une façon de penser à comment on n'est pas toute seule, on a besoin de cette connexion. C'est une idée tellement importante pour ce que nous sommes en train de vivre en ce moment globalement. Totalement. Mais j'aime penser que les artistes ou les penseurs ou les gens qui ont un grand cœur sont là pour illuminer les gens ou illuminer le monde. Et ce geste-là, symboliquement aussi, cette lumière qui est dans le noir, représente aussi cette sorte d'apparition et de transmission de la lumière qui nous permet de voir, de nous faire confiance, puis d'avancer ensemble, parce que c'est comme dans l'idée de la transmission et de notre progéniture, c'est qu'il y a quand même un petit peu de nous, de la première personne à l'intérieur de la 6e, 7e, 20e, 15e personne. Puis c'est ça, le feu, je pense, ça signifie cette homogénéité qu'on peut peut-être perdre dans le temps, dans notre progéniture.
ou de notre legs, mais le feu reste constant. Il y a quelque chose qui se répète, qu'on peut identifier. Donc, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Je suis content qu'on l'ait choisi pour le titre de l'expo parce que ça veut dire beaucoup de choses dans l'œuvre et en général. C'était assez immédiat. Ouais, c'était comme... Moi, j'ai des révélations, donc c'est comme le film, Pendulum. D'ailleurs, Pendulum, c'était... Je me posais beaucoup de questions sur ma liberté, puis la complexité qu'il peut y avoir dans ma liberté, puis comment est-ce qu'on vit la liberté dans une perspective individuelle et collective, et comment est-ce que cette différence-là a un impact direct sur ce qu'elle représente, au fait. Parce que dans le film, les gars ont besoin de chacun d'entre eux pour qu'ils puissent continuer. Mais ils sont tous à des endroits différents dans leur perspective de ce qui est en train de se passer. Et si je ne suis pas sensible par rapport à ce que tu vis, on ne peut pas continuer à avancer ensemble. Donc, il y a une nécessité d'empathie pour une perspective collective. Et on le sent dans le mouvement. Donc, il fallait que je trouve une manière de symboliser ce concept-là dans le mouvement pour que ce ne soit pas juste les mots que je viens de dire, parce que c'est comme « of course ». Tu vois, il faut une compréhension individuelle pour une expérience collective. C'est comme... Tout le monde est d'accord, mais de le représenter d'une manière qui devient évidente, ou du moins qui nous fait sentir cette dépendance-là, je pense que c'est un peu le travail des artistes, des penseurs, des personnes qui pensent à la vie en général. Donc tout le monde, pas juste les artistes, finalement. Amen. Amen. Regardons quelques images de l'exposition parce que c'est une façon où on peut parler des matériaux, mais la question du rituel, parce que tu dis souvent que les artistes sont les chamans de notre époque, plus ou moins, et je suis d'accord avec toi. Et tu as une approche chamanique qui est comme on se rend dans un état pour qu'on puisse recevoir et produire, créer, partager. Et dans ça, ben peut-être parle un petit peu de ça, les artistes sont les chamans de notre époque. Mais déjà, avant de parler de ça, je pense qu'il faut définir c'est quoi les artistes? C'est qui? OK. Et aussi ce que je veux dire par chaman, parce que c'est pas... Je pense que je m'approprie un peu ce mot-là ou cette définition-là, parce que peut-être que c'est pas la définition dans ma tête comme... c'est sûr que ce que j'ai dans ma tête, c'est pas celle qu'il y a dans Wikipédia. C'est comme plus sensationnel, ou bien dans la sensation, je veux dire. Je pense que les artistes, ou être un artiste pour moi, c'est d'avoir une forme de connexion et un rapport à la réalité qui est assez particulière, qui nous permet de vivre, de sentir les choses, de les apprivoiser d'une certaine manière, d'être capable de les transmettre, de les cristalliser. Puis je pense que c'est quelque chose qui se cultive aussi. C'est pas quelque chose que... Je crois pas en l'idée que tu nais un artiste. Ou bien, je pense qu'on a la capacité de développer une forme de sensibilité, un rapport au monde qui nous permet de laisser des traces qui nous connectent tous ensemble. Parce que d'une certaine manière, je pense que c'est un peu ça que je fais jusqu'à un certain point. Puis je pense que un chaman, il a la capacité d'utiliser cette sensibilité-là pour transformer le monde, transformer notre perspective du monde. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a des similitudes. C'est pour ça que je fais référence à ça.
Et d'ailleurs, ma référence par rapport au chaman, c'est vraiment en lien avec l'expérience olfactive. C'est comme ça que ça a fait son chemin. Parce que dans mon parcours, il y a eu des révélations, ou bien des connexions qui m'ont permis de comprendre des perspectives plus grandes ou plus globales. Je vais donner un exemple. C'est la céramique et l'utilisation de la céramique, mais la création de céramique, qui m'a fait comprendre que, en tant qu'artiste, j'étais en train de faire... En fait, qu'une œuvre d'art, c'est un objet qui a une valeur spirituelle. Mais c'est en faisant de la céramique que j'ai compris ça, en utilisant les 4 éléments et de transformer quelque chose qui a une sorte d'aura, une présence, une énergie. Et cette compréhension-là, j'ai pu la transférer dans d'autres choses. Donc, je pense que c'est... Quand on est dans un espace de sensibilité, de quête, on est capable de transférer ces réalisations-là dans d'autres domaines. Et ça nous permet de faire des ponts et d'élargir notre esprit, ou du moins d'élargir mon esprit. Dans mon cas, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, c'est comme ça que j'opère. Tu as réussi à utiliser l'édifice de l'exposition dans une manière que personne d'autre a trouvée. C'est-à-dire de servir de l'atrium. Tu savais que tu voulais avoir quelque chose, tu voulais occuper cet espace. Et pendant longtemps, moi et l'équipe étaient comme oui, absolument, mais on ne comprenait pas tout à fait ce que tu voulais faire. Ça, c'est la confiance. Parce que j'avais plein d'idées dans l'expo, j'ai essayé beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un mur d'œuvres qui s'appelle Lineage. Comment ça se traduit en français? Comment on traduit lineage? C'est linéage, non? Ouais. Linéage? Ouais. Lineage. Ben, c'est les liens familiales, ouais, les liens... héritage, par exemple. Ouais. Je pense que j'ai parlé de ce mur-là à Cheryl avec 2 bouts de métal au mur avec 2 bouts de tissu. Mais juste ça, là, j'ai dit Cheryl, écoute, j'ai dit Cheryl, le bout du haut, c'est la dimension de ma tête et de mon torse, de mon en haut, ici. Puis le bout du bas, je peux rentrer mon bassin. Puis c'était comme une recherche sur une présence anthropomorphique. C'est juste ça que j'ai dit à Cheryl. Puis ça, c'est l'une des œuvres, à part le 4e, qui a pris le plus de temps. Parce qu'il fallait que je trouve la manière de signifier la présence de ces éléments-là, ou de ces combinaisons-là. Donc, elle m'a fait confiance, comme pour l'atrium. L'atrium, c'était important pour moi qu'on ait un rapport au ciel, qu'on ait une lecture verticale de l'espace. Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de questions parce que c'était un concept dans ma tête. Et le titre est aussi important parce que je voulais pas un titre ou un rapport à l'œuvre qui nous fait penser qu'il y a quelque chose qui est en train de monter ou de descendre. Je voulais qu'on vive l'expérience comme quelque chose qui est statique et qui existe dans l'espace comme ça. Même si on a un regard de haut en bas et que les éléments sont suspendus.
C'est quoi le titre? Living Pulse. This is the pulse. Ah, ouais. The Pulse of Our Dreams. Le pouls de nos rêves. C'est ça que je voulais. Et je voulais... C'est très physique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de céramique, de tissu, donc matériellement, c'est très présent. Mais je voulais quand même, dans le titre, quelque chose d'abstrait, qui est le rêve. Mais le connecter avec quelque chose de très factuel, qui est le pouls. Donc, est-ce que ça existe, le pouls de nos rêves? Je ne sais même pas. Je pense que ça peut être une belle recherche, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut trouver ce pouls-là? Est-ce que c'est dans le rêve ou est-ce que c'est en analysant le rêve? Ou bien c'est juste quelque chose qu'on ressent? Donc, les titres sont très importants pour moi. Ça a pris du temps à comprendre la nécessité de trouver des titres cohérents, en fait. C'est la dernière chose. Hein? On a attendu. Bon, pour les titres, on ne voulait pas forcer. Ça, c'est encore de la confiance. C'était comme, l'expo va ouvrir, je suis comme, OK, ouais, attends-moi. Ça m'arrive avec Alex aussi, des fois. Je lui dis, donne-moi 2 jours. Puis j'attends, j'appelle, je dis, c'est quoi qui se passe là? Puis ça se place. Oui. Ouais. Oui, on sait que ça va se placer, c'est à un moment donné. Mais il y a mosaïque aussi. Abundance and drought. Yeah, This I abundance remember. and drought. Abondance et sécheresse. Ça, c'est vraiment en lien avec la surface de cette mosaïque-là. Elle est comme craquelée à certains endroits. Puis elle est très grande et généreuse. Puis je voulais qu'il y ait un paradoxe avec cette générosité-là et le fait que la surface donne la sensation de quelque chose de craquelé. Puis ça fait penser au sol aussi. C'est le sol, quand il est sec, il craque. On a tellement envie de le toucher. Il faut juste le toucher avec les yeux. Mais quand je suis là, je dis aux gens de toucher. Non, c'est vrai. Parce que la petite histoire avec cette mosaïque et la mosaïque que je fais avec Mosaïka maintenant, c'est que, vous savez, pour le REM, il faut s'imaginer qu'un enfant va passer sa main sur la mosaïque. Donc, elle doit être plate. Elle doit être vraiment comme sécuritaire. Dans ce cas-là, c'est différent. Et c'est une autre exploration de la mosaïque. Donc, il y a des bouts qui sont littéralement coupants, qui sortent. Il y a du relief, qui est proche de ma peinture d'ailleurs. On retrouve ce relief-là dans mes autres plus petites mosaïques parce que c'était important pour moi d'amener cette matérialité-là, cette exploration de matérialité qu'on va trouver différemment dans la station pour des raisons de sécurité, justement. Avant qu'on ouvre aux questions, je pense qu'on va passer un petit peu à travers les étages où il y a une nouvelle sculpture. Ça, c'est aussi... c'est Cheryl. Toi, ça, tu m'as Cheryl. fait confiance. Ouais. Parce que j'ai jamais fait de sculpture comme ça. Puis, je voulais qu'il y ait En fait, le premier étage, je voulais qu'il y ait un amalgame d'éléments et de références. Puis, je voulais une sculpture. Puis, j'ai dit, ouais, Cheryl, on va faire un socle. Cheryl m'a dit, socle? Non. Tu vois, c'est comme éclater ton expo. Pas de socle. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui est suspendu? Puis moi, de la même manière que Cheryl me fait confiance, je lui fais confiance aussi. Puis j'ai dit, OK, up for the challenge. C'est ça. Puis je suis parti, puis j'ai essayé de faire quelque chose. Et ça a donné naissance à ça qui est en dialogue avec l'atrium aussi. Donc, merci, Cheryl. Oh my God. Mais aussi, tu arrives avec une nouvelle forme qu'on n'a pas encore Ouais, vue. ça, c'est comme... Pour les personnes qui font de la céramique, ça, c'est un gros gimbal. Le bout en bas, là, au sol,
D'ailleurs, c'est le bout d'une sculpture, d'une base de sculpture de Marco, qui est mon assistant, qu'il n'a pas aimé. Il n'aime pas la base. Il me dit, est-ce que tu veux l'utiliser? On a empilé, on a comme... Puis pour les céramistes, ici, moi, je ne me considère pas encore un céramiste, mais pour les gens qui font de la céramique, ils savent que quand on met dans le four, c'est comme ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, quand on a mis au four, on a sorti, on a ouvert le four, tout le studio, parce que c'est un studio, tout le monde est venu comme « wow !» Parce qu'on ne savait pas, au fait, ce que ça allait donner. Puis c'est tout collé ensemble. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi j'aime la mosaïque, c'est que la céramique, c'est que il y a ce volet d'abandon. Il faut t'abandonner vraiment à la matière parce que des fois, tu fais tout ce qu'il faut, puis ça pète. C'est comme, tu checkes, tu dis, OK, température, bon. Tu mets dans le four, tu ouvres, la glaçure a coulé trop, machin. C'est comme toujours un gamble. Puis moi, j'aime ça, le gamble, pour la création comme ça, parce que ça peut... Si ça ne marche pas, c'est pas grave, ça fait une expérience. Mais si ça marche, puis tu ne sais pas ce que ça va donner, ça peut être quelque chose de très... Comme ça, de très, comme... Je sais pas moi, intriguant, to say the least. Discovery. New Work. Ouais. La fenêtre. La fenêtre. On a parlé de Lineage qui... C'est vrai que c'était juste 2 barres en métal. Mais elle a au aimé. mur. Elle a aimé. I'm like, yes, elle a dit oui, ça c'est... Il y a quelque chose ici. Là. Mais ça, la question d'invisibilité et la physicalité, comme c'est là. Ça t'a parlé, c'était tout de suite comme oui, on fait un... Je voulais faire un mur, puis... Parce que je voulais que le deuxième étage soit vraiment un laboratoire d'expérimentation. Puis il faut, par exemple, ce sont des œuvres, je dois passer du temps avec eux parce que je n'ai pas encore compris ce qui se passe. Oui, c'est ça. Il faut juste aller pas avec encore... Oh, et aussi avec l'installation dans l'atrium, on a une vue sur l'œuvre sur chaque étage. Donc, il faut vraiment aller dans les alcôves à chaque étage pour voir les différentes vues de l'œuvre, comme ça. Ça, c'est une idée de ce qu'il y a pour l'installation vidéo. Avec tout le monde m'a dit que le public va prendre les boules. On va faire un vote. Est-ce que vous allez prendre les boules? Parce que moi, j'aurais pris les boules. J'arrive dans les... Ça ne veut pas dire que vous devez prendre les boules, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais non, mais il y a des caméras, je veux dire. Tu prends une petite boule au fond, puis tu reviens jamais. There's no way, tu vois, qu'on va trouver c'est qui a pris la boule. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'une des préoccupations d'amis ou de collaborateurs. C'était comme, ils vont prendre les boules. les gens vont prendre les boules. Ils vont juste partir. Mais tranquillement. C'est intéressant parce que le rapport à l'œuvre et au toucher, c'est culturel. Parce qu'en Chine, il n'y aurait plus de boules. C'est pas parce qu'ils veulent voler la boule. Non. C'est juste qu'ils considèrent qu'ils peuvent toucher la boule. J'ai vu les gens toucher les œuvres comme OK. Dans le musée comme ça. C'est ça que tu m'as dit. Ah ouais. Parce qu'on a mis, on met souvent, c'est les petites affiches qui disent ne touchez pas les œuvres. Pas... Et tu en Chine, tu étais, c'est pas nécessaire. Puis tu as vu comment les gens touchent. J'avais fait une installation. D'autres. Il y avait une installation au sol de boules et de tissus, puis c'est comme les gens prenaient, puis ils remettaient, mais ils touchaient, tu vois. Puis là, ils ont mis un périmètre. Moi, ça m'énervait parce que c'est comme... Mais bon, ainsi soit-il, hein?
C'était aussi Voilà les cool, boules. Ouais, que tu nous as donné, tu sais, en équipe, l'opportunité Oui. de faire les boules avec toi. On a fait, ce sont des boules que le centre FI a fait, mais le Ouais. centre FI, Le les FI, employés ouais. de Le FI. staff du FI. Ouais. On est allé à l'atelier de céramique Ouais. avec un groupe d'employés, puis on a fait les boules ensemble. Donc, ce sont des boules que les employés du FI ont fait. On a fait ensemble, au fait. Des grosses compétitions, grosses boules, petites boules, machin. Donc, c'était quand même intéressant. Je voulais juste prendre 2 minutes pour parler un peu de cette œuvre, parce que ça aussi, c'était C'est un gros l'inconnu leap. total. Ça, vous m'avez vraiment... C'est ça, c'est un gros saut, là. Ça a été vraiment ce projet-là. C'est Parce ça, que tout installation à propos de ce projet-là est nouveau. Tout. Mais c'était ambitieux. Mais vous m'avez dit, on y va. Donc, ça a été de l'expérience olfactive que j'ai développée avec Juliette, à vos souhaits, Kagezoglu. C'est une VP parfumeur chez l'IFF à Paris. Donc, on a conceptualisé l'odeur jusqu'à la sculpture, le dôme. En tout cas, je vais te laisser parler parce que je suis comme en train de parler à ta place. C'est bon, c'est parfait. C'est exactement ça. Installation olfactive, quelle forme est-ce que ça peut prendre? Est-ce que ça veut dire qu'il y a juste le parfum dans les airs? Qu'est-ce que ça peut devenir? On a essayé de t'aider avec la conception, production, et puis tu as en fait trouvé des collaborateurs, collaboratrices Studio Rat. Studio Rat. Si vous les connaissez, elles sont top. Elles ont fait un travail incroyable. Mais ça a été... en fait, il y a beaucoup de... Quand je fais quelque chose de nouveau, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis je pense que j'ai compris que d'être un artiste, c'est de vivre dans l'essai-erreur constamment. Tu essaies, tu raffines, tu raffines. Comme là, j'ai appris beaucoup de choses dans cette installation-là. Et si j'ai à la refaire, je sais comment... Je sais les petits tweaks que je vais faire qui vont me permettre de rendre l'expérience différente, plus raffinée. Donc, c'est... Ouais. Et le parfum aussi, ça c'est une autre comme tournure. C'est comme, quoi? Tu fais du parfum maintenant? Mais ça a du sens complètement parce qu'on parle de rituel, on parle de l'aura d'une personne, ce qui est lié avec l'odeur. C'est, en termes de rituel, ça protège, ça purifie. On voit ça dans plusieurs rituels religieux, spirituels. Donc, la question de la présence d'un corps, quand ça quitte, s'il y a un parfum, ça quitte la pièce, mais on peut toujours sentir la personne. C'est tout ça, ça me semble complètement en lien avec tes questions. C'est pas si loin que ça. Ouais. Puis les parfums sont en avant en plus. Mais il y a les parfums et il y a l'expérience olfactive qui sont deux... Ils sont entrelacés, mais je les réfléchis un peu différemment parce que le parfum, c'est quelque chose qu'on met sur le corps puis qui alimente notre aura, qui amplifie. Et qui évolue aussi sur le corps. Ce qui est très différent que de créer un espace olfactif qui est plus stable. Et c'est un espace où est-ce que on peut rentrer et sortir. Ce qui est très différent que de porter une odeur. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il fallait, avec Juliette, prendre en considération parce qu'il y a une manière de formuler le jus qui permet cette... facilité-là. Je pense que ça, c'est un bon moment pour avoir vos questions. Lucas va nous aider. L'équipe est partie. Oui, donc, oui. We're all friends here. Une question? Yes.
Bonsoir, merci déjà pour votre générosité et pour vos œuvres. Moi j'ai une question, moi j'ai eu la chance de voir l'exposition et vos œuvres sont très organiques, très texturées, très, je dirais comment dire, pas abîmées, mais très, voilà, il y a beaucoup de souffrance dans les œuvres. Est-ce que c'est en confrontation avec notre monde qui est très, on va dire, froid et plat? Est-ce que c'est pour contre-alimenter ça? Je pense pas que je fais ce que je fais pour le monde. Je pense que je fais ce que je fais pour les gens. Et je pense que le travail va dans plusieurs directions qui permet justement des fois de sentir un certain malaise qui peut être lié à une certaine souffrance ou bien à une incompréhension ou bien à un apaisement aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que le 4e avec l'odeur, ça les apaise. Et je voulais, même chose pour le 3e, qui est plus méditatif. À un moment donné, avec le son, on rentre un peu dans une transe. Je voulais que ce soit une expo où est-ce qu'on a une multitude d'émotions. Et des fois, ça peut être réconfortant, des fois, ça peut être déstabilisant. Mais je voulais qu'on vive, qu'on sorte dehors et qu'on ait la sensation justement que la réalité est flat et qu'on a vraiment voyagé profondément à l'intérieur de nous-mêmes. On a fait face à certaines contradictions pour revenir après dans la réalité qui, selon la personne, peut être plate ou intrigante ou je ne sais quoi, mais c'était important pour moi de créer un espace de communion un peu et de confiance aussi, parce que ça peut être des moments difficiles, mais je pense qu'on peut se laisser aller dans l'expo à plusieurs moments et sentir pleinement les choses. Merci. Merci à toi. À vous. Il y a une autre question? Oui, il y en a deux. Deux questions collées. Alors, j'avais une question par rapport au titre Unité dans la noirceur. Et que veut dire la noirceur pour vous? Parce que pour moi, penser au chamanisme, au spiritualisme, au rêve, pour moi, ça, c'est un peu la noirceur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une douceur dans la noirceur. Et je pense par rapport aux Caraïbes, à la négritude, à ces traditions où le noir, c'est pas mauvais, c'est pas malheureux. Il y a quand même les peurs, mais avoir des peurs, c'est aussi d'être humain. Donc il y a comme une connexion entre l'au-delà et l'humanisme qu'on peut trouver dans la noirceur. Donc l'unité, pour moi, le titre « Unité dans la noirceur », c'était pas comme une opposition entre l'unité et la noirceur, c'est vraiment de trouver l'unité dans cet aspect collectif de la vie qui est qu'on touche toujours un peu, mais quand même éloigné de nos vies quotidiennes et modernes. C'est un très bon point et c'est important de souligner que l'idée de la noirceur, c'est aussi l'inconnu, au fait. C'est un espace inconnu qu'on peut remplir de différentes choses. Maintenant, on peut décider de le remplir individuellement ou de le remplir collectivement. Puis c'est un bon point par rapport à l'idée d'utiliser la noirceur comme en fait, de faire attention pour ne pas utiliser la noirceur seulement par rapport à une perspective négative, parce que il y a un legs colonial dans l'utilisation du noir comme quelque chose de diabolique ou bien de dangereux. Il y a une instrumentalisation de cette noirceur-là, jusqu'à la noirceur de notre corps. Ouais. Cela dit, je pense que c'est vrai que de le percevoir comme un espace d'inconnu, c'est beaucoup plus riche. Je pense que faut faire attention.
fait, je vais faire attention pour ne pas enfermer l'idée de la noirceur seulement dans une perspective de notre époque, parce que je pense qu'on peut facilement faire le lien. Puis peut-être que c'est une manière de tester et de voir pourquoi est-ce que c'est aussi pertinent de penser à de l'unité par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que je pense qu'on associe ce qu'on vit aujourd'hui, ou du moins je l'associe, par rapport à certaines réalités autour de moi comme quelque chose de très violent. Et de créer un espace où est-ce qu'on peut imaginer une forme d'unité dans cette fragilité, vulnérabilité, violence. Je pense que c'est sain. Mais comme vous dites, c'est important de garder cette nuance-là par rapport à la noirceur. Je le prends. Je vais le souligner dorénavant. Une dernière question, oui. Oui, je vous remercie beaucoup pour la présentation. J'espère que ma pensée sera assez claire, mais un des mots que vous avez utilisé, c'est le mot nécessité. Et j'ai regardé la définition de nécessité, ou en fait de ce qui est nécessaire, et c'est quelque chose dont on ne peut se passer. Et j'ai eu l'impression dans votre explication de ce qu'est la nécessité, c'est un retour à soi. Donc on ne peut se passer de soi, on ne peut se passer de notre existence, parce que vous avez fait ce passage de Georges Bataille à la dictature. Mais je me demandais, en fait, je me questionnais sur cette notion-là de nécessité. J'avais une discussion l'autre fois sur même le mot recherche en français. En fait, on dit chercheur ou on dit researcher en anglais. Donc, il y a comme ce retour, tu sais, avec le re au début. Et je me questionne sur la nécessité. Est-ce que c'est toujours un retour à soi individuel et collectif? Ou une nécessité peut être en dehors du soi individuel et collectif? C'est une bonne question. Pour moi, l'idée de la nécessité, c'est lié à la survie. Qu'est-ce qui est primordial pour moi, pour ma survie? Puis ça peut être une survie physique, survie intellectuelle. Maintenant, je pense que naturellement, il y a peut-être une volonté de retourner vers soi-même, c'est-à-dire de créer un cocon, si on veut, de nourrir notre fort intérieur. Par contre, je ne pense pas que c'est seulement ça. Je pense que si on pense à la survie, si on parle de survie, selon moi, ça veut dire qu'il y a une menace. Il y a quelque chose qui nous met en péril ou en danger. On est dans un espace, on n'est pas en train de vivre, mais on est en train de survivre. Donc il y a quelque chose qui vient fragiliser notre existence. Et je pense que dans cette idée de nécessité, c'est d'être conscient de ça, de cette fragilité-là, et d'essayer de faire quelque chose qui va à l'encontre de cet effacement-là. C'est ça que je veux dire par nécessité. Parce que il y a un monde, peut-être pas celui-là ce soir, où il y a certaines personnes qui sont en train de disparaître, et leur histoire aussi. Donc, pour moi, c'est nécessaire de poser des gestes qui multiplient notre présence jusqu'à un certain point. Parce que, puis ça passe par... des fois, on peut penser... En fait, je ne veux pas non plus que vous pensiez que c'est conceptuel, mon truc, dans le sens que c'est juste des mots. Je pense que je suis un artiste, je suis un citoyen, puis je suis un être humain, puis dans tout ce domaine-là, je pose des actions qui vont dans cette direction-là. Pas juste dans mon travail d'artiste ou ma capacité d'en parler puis d'expliquer la nécessité, mais aussi
posant des gestes avec le fond au Musée des Beaux-Arts, ou bien le programme à Aware, ou bien le documentaire The Fight for Haiti, par exemple. Donc, ce sont des gestes concrets qui signifient la nécessité de parler de certaines choses et de créer de la place pour ces choses-là aussi, pour ces gens-là aussi, pour ces imaginaires-là aussi. Parce que je dis souvent le fond au Musée des Beaux-Arts, ce n'est pas mon fond, c'est notre fond. Parce que c'est un fond qui est là pour élargir notre perspective sur notre existence et ce que c'est que de vivre ensemble dans une société. Donc, ça, c'est nécessaire pour moi. Et je pense que si c'est nécessaire pour plus de personnes, ça va devenir la norme. Puis il y a certaines choses qui vont s'effriter naturellement, je pense. Est-ce que ça fait du sens? Absolument. Merci, Manuel. Merci pour Ça fait plaisir. tout ce partage. Merci à vous. Merci pour les interventions.